So, good afternoon and welcome to the third Med Dialogue. Bonsoir, soyez les bienvenus au troisième dialogue du cycle de conférences pour un environnement plus durable. Le dialogue d'aujourd'hui porte sur l'activisme environnemental au sud et à l'est de la Méditerranée et le rôle de la jeunesse en tant que moteur de changement. Comme nous le savons, et en même temps que cette émergence climatique s'intensifie au cours des dernières années, il y a de plus en plus de jeunes qui élèvent leur voix pour une action environnementale plus forte au nom de la justice mondiale. Inspirés par l'exemple fixé par Greta Thunberg et par d'autres activistes, les jeunes de nombreux pays du monde se sont manifestés dans les rues afin d'inviter à l'action de la part des autorités publiques, afin d'avoir des effets à long terme. Le fait de faire des choix stratégiques va permettre de faire entendre leur voix, va permettre aussi d'engager la population et d'aller vers l'agenda climatique. Aujourd'hui, la jeunesse est considérée comme un moteur de changement très puissant. La région Méditerranée n'a pas été l'exception par rapport à l'activisme de la jeunesse, par rapport à l'environnement. De Rome à Athènes, en passant par Marseille, Tunis, Barcelone, les jeunes activistes de la Méditerranée ont pris les rues afin d'inviter à l'action pour une crise et dans une région qui est particulièrement vulnérable à la dégradation environnementale. Les jeunes ont été à l'avant-garde d'un mouvement de base. Ils ont créé des organisations, des associations, des réseaux et ont connecté les activistes des deux côtés des rives de la Méditerranée. Le fait de comprendre le rôle de la jeunesse est crucial pour développer un activisme jeune et un activisme qui prend des décisions dans le processus. Et il faut aussi prendre des énergies pour mobiliser tous les agents par rapport à cet agenda climatique. Et il est crucial de comprendre les défis et autonomiser les jeunes en tant qu'acteurs pour répondre à ces défis dans la région Méditerranée. Afin de discuter sur ce sujet, nous avons ici aujourd'hui parmi nous Madame Hajar Kamlechi, qui est activiste et expert environnemental. Elle a 30 ans d'expérience et en plus, elle joue un rôle vital dans la société civile. Elle est la présidente et la cofondatrice de Mediterranean Youth Climate Network, qui est considérée par l'Union pour la Méditerranée comme l'une des 10 histoires de réussite en tant que réseau pour la Méditerranée. Ce réseau rassemble différents pays de la Méditerranée et des ONG qui travaillent pour le développement durable et l'action climatique. Au-delà du travail d'Hajar, Hajar a aussi beaucoup d'expérience pour la prise de conscience par rapport aux acteurs internationaux et locaux. Elle est coordinatrice aussi afin de promouvoir la durabilité des villes. Elle a été nommée récemment en tant que directrice exécutive du Mediterranean House. Hajar, c'est un plaisir de vous écouter. Et après vous, nous aurons une session, un petit espace pour les questions et les réponses de la part de l'audience. Vous avez la parole, Hajar. Merci beaucoup, Michael, de cette aimable présentation. Comme vous l'avez dit, plus de 60% de la population en Méditerranée a moins de 30 ans. L'Euroméditerranée est l'une des régions les plus jeunes du monde et trop souvent, les jeunes sont laissés pour compte des processus qui façonnent leur avenir. La participation fait partie du processus d'autonomisation des jeunes. Cependant, les sociétés ne voient pas les jeunes très souvent comme des contributeurs indispensables à la formulation, à l'évaluation et à la mise en place des politiques. Récemment, certains gouvernements ont pris des pas significatifs pour promouvoir un espace pour la jeunesse dans la prise de décision. Une plus grande implication de la jeunesse à la maison, à l'école et à la communauté ne va pas seulement apporter des bénéfices socio-économiques pour l'environnement, mais aussi cela va enrichir et développer personnellement les capacités de ces jeunes. La participation est un moyen, mais aussi une finalité.
Une participation informée et active par les jeunes n'est pas seulement cohérente, mais c'est aussi quelque chose de tout à fait nécessaire si on se base sur une approche des droits. Par conséquent, les voix et les contributions des jeunes sont cruciales pour les objectifs de développement durable pour l'accord de Paris, qui sont reconnus également comme le préambule de l'accord de Paris et qui réaffirme l'équité intergénérationnelle. Cependant, nous croyons que la voix des jeunes n'est pas tout à fait entendue dans l'élaboration des processus et ce n'est pas facile pour les jeunes d'être consultés par le gouvernement. Même s'il y a tellement d'enjeux, la gouvernance mondiale est en crise et ne réussit pas à répondre aux disruptions environnementales, sociales, économiques et politiques qui se produisent dans le monde au sein des institutions internationales qui ne sont pas capables d'agir avec l'urgence et la rapidité qui sont nécessaires. Et en même temps, nous n'avons jamais eu autant d'organisations de la société civile de mobiliser avec des individus, des campagnes, avec des compétences, l'expérience et la finance qui sont nécessaires pour défendre ce changement de la société. La jeunesse et les organisations de la société civile paraissent capables de promouvoir cette innovation transformative par leurs actions et par la participation au processus politique. Cependant, pour arriver à la neutralité climatique en 2050, il est essentiel de miser sur une approche locale. Les collectivités locales et régionales et la société civile sont les mieux placées pour connaître et évaluer les besoins de leur territoire et pour gérer les vulnérabilités et fournir les outils pour mettre en place des feuilles de route. Même si la participation de la jeunesse requiert de l'argent et du temps, à court terme, le processus va donner lieu à des activités qui sont basées sur des questions qui sont posées pour la jeunesse. Et par conséquent, tout ceci sera d'autant plus pertinent pour les besoins de cette génération. Leur participation va permettre de mieux cibler les bénéfices pour la jeunesse. Et c'est la jeunesse, justement, le groupe qui peut le mieux identifier les impacts des lois spécifiques et des politiques. Et cela peut aussi aider à la durabilité des activités parce que ce sera eux les premières parties prenantes. Et ce sera eux également qui vont le plus s'impliquer dans cet élan. La participation de la jeunesse passe des consultations, la construction des consensus, au partenariat, à l'évaluation et à la gestion. Et je pense que c'est justement cette évolution qui est la correcte par rapport à la participation de la jeunesse et à leur implication dans la prise de décision. Les institutions doivent fournir des mécanismes pour la jeunesse, pour qu'elle participe aux délibérations sur les politiques et pour aider à fixer des priorités. Les jeunes devraient être engagés non seulement auprès des gouvernements et dans la préparation de politiques, mais dans tous les aspects de la société. Ils doivent marquer le rythme de leur participation continue au cours de l'âge adulte aussi. Les jeunes reçoivent beaucoup d'attention, comme Michael l'a dit au cours de la présentation. Et cette attention va amener plus de jeunes au mouvement. Le rôle des jeunes participants, les participants de 16 à 24 ans, au cours des négociations sur le climat des Nations Unies, cela a révélé que les adultes perçoivent ces activistes comme des personnes qui ont plus d'intégrité morale, beaucoup plus que d'autres personnes qui assistaient aux négociations climatiques, parce que les jeunes n'étaient pas rémunérés pour le fait d'être là-bas. Et puis aussi, les manifestants jeunes ne représentent pas l'agenda de quelqu'un d'autre. Leur message est direct. Ils peuvent dire plein de choses que des personnes plus âgées ne disent pas. Les jeunes n'ont pas de filtre que les adultes pourraient avoir. Mais c'est vrai que les jeunes rencontrent des challenges aussi dans la Méditerranée. L'un de ces challenges, l'un de ces défis, c'est la situation politique dans beaucoup de pays, en fait. Ceci fait que le fait de sortir dans la rue
soit très difficile. Et un autre défi, c'est celui de rassembler les jeunes de différentes cultures pour discuter de sujets régionaux en utilisant des outils en ligne. C'est-à-dire, il faut beaucoup de formation, il faut de construction de capacités au sein de la région et dans les organisations de la société civile afin d'agir de façon plus efficace. Néanmoins, au sud, les gouvernements arabes sont surpris avec la participation des jeunes, en fait, par rapport au changement climatique. Et tout le monde est prudent et vigilant, c'est-à-dire que nous confions à générer un rapport avec eux, avec les jeunes. Cependant, il y a beaucoup de choses qui se produisent en ce moment par rapport à la gouvernance de l'Internet. Et les jeunes là ne sont pas trop impliqués. Même si les jeunes peuvent être perçus au départ par rapport à leur engagement dans les médias sociaux, dans les réseaux sociaux, eh bien, c'est vrai que les jeunes, des fois, c'est les usagers des médias, mais des fois, ils ne peuvent pas prendre des décisions là-dessus. C'est-à-dire que, en fait, c'est ainsi que les médias devraient être utilisés. Ils devraient être utilisés pour permettre un activisme efficace. Et l'implication dans les réseaux sociaux, cela crée du soutien et cela crée des partenariats, c'est-à-dire que les réseaux sociaux ont de la capacité de générer un impact dans la prise de décision. Et l'intention des médias est de générer un impact aussi au-delà des médias. Les réseaux sociaux, s'ils sont bien utilisés, ils ont la capacité d'exercer de la pression auprès des gouvernements. Ces outils donnent une opportunité aux gens de gagner une perspective par rapport à certaines questions et ça permet aussi que beaucoup de personnes s'impliquent avec des communications ou au lieu de communications qui sont des fois perçues comme des communications contrôlées, comme des médias contrôlés. Il est très important que les mouvements des jeunes ciblent le message et ciblent également l'audience et soient compris. Et ceci est un problème important, en fait, que rencontrent beaucoup de campagnes sur les réseaux sociaux en ce moment. Il y a également le danger que l'activisme en ligne puisse ralentir le mouvement à cause d'une perte d'intérêt. Et c'est important de comprendre que si bien les jeunes peuvent avoir les compétences pour s'impliquer dans ce type d'activisme dans les réseaux sociaux, eh bien, c'est aussi impératif que ces médias soient utilisés de façon appropriée pour que tout marche de façon efficace. Les jeunes croient vraiment aux questions pour lesquelles ils s'érigent, en fait, et ils peuvent tenter de gagner du soutien pour ces mouvements, même si l'intérêt semble mitigé. C'est-à-dire qu'il est très important de compter sur les jeunes pour maintenir cet intérêt, non seulement virtuellement, mais aussi sur le terrain, si vous voulez. Le futur de l'efficacité de l'implication des jeunes sur les réseaux sociaux dépend vraiment du niveau d'interaction entre le public et ses outils. L'activisme, la prise de conscience, ceci est une lutte à long terme, même si on utilise les médias ou les réseaux sociaux. Et ceci doit être maintenu comme un effort pour impliquer les jeunes et pour leur préparer pour une implication à l'avenir. Moi, je crois que la transformation commence par la jeunesse. Peut-être que je suis trop optimiste, mais je crois qu'une masse critique du mouvement de la jeunesse peut semer un nouveau chemin pour que les autres le suivent. Bien sûr, ceci demande également beaucoup de soutien par le biais des réseaux sociaux et cela demande aussi de s'avancer, de se mettre en avant aussi pour mener ce changement sur la vie réelle, c'est-à-dire non seulement sur les réseaux sociaux. Spécialement pour les jeunes, pour la génération des plus jeunes, Internet n'est pas un domaine séparé, ce n'est pas quelque chose d'isolé dans leur vie. Internet est pour les jeunes l'endroit où
où se produit la vie, ce n'est pas tout simplement une boîte aux lettres ou un téléphone. Internet, c'est l'épicentre de notre monde. C'est la place où tout se produit de façon virtuelle. C'est là où l'on rencontre des amis, où l'on choisit les films et les livres que l'on veut lire, où l'activisme est organisé. C'est là où les données privées sont stockées. C'est là où elles sont créées. C'est là où se développe et exprime notre personnalité. Il y a beaucoup de jeunes qui ne voient pas une connexion entre la politique et leur réalité quotidienne. Cependant, cela ne veut pas dire qu'ils ne soient pas intéressés à leur avenir. Le processus de construction de confiance peut s'initier quand on engage les jeunes dans le processus de prise de décision. Les jeunes peuvent émerger à travers de cette exposition avec une plus grande estime de soi, avec de meilleures compétences de communication, avec une meilleure connaissance. Et ces opportunités peuvent apparaître dans les activités communautaires et les jeunes pourront mieux s'épanouir dans un cadre institutionnel du gouvernement local représentatif. La recherche nous a montré que la plupart des jeunes souhaitent s'engager au sein de leur communauté, mais ils ne savent pas grand-chose sur le processus de prise de décision. En sachant un petit peu plus par rapport au système politique, les jeunes pourraient mieux identifier, soutenir et suivre les élections de leurs candidats et vraiment arriver à un progrès économique, à une justice sociale et à la paix. Et l'action climatique et la transition énergétique présentent également une opportunité pour les jeunes pour appliquer leurs compétences, pour entreprendre également de nouveaux rôles en tant que professionnels de l'énergie, des preneurs de décision, des entrepreneurs, des leaders, afin de surmonter cet écart de connaissances, cette brèche de connaissances par rapport à l'énergie renouvelable, par exemple, qui ne cesse d'augmenter dans les pays développés et en développement, comme la disparité de genre, alors que l'on parle de l'égalité et de l'équité comme un sujet de prévalence dans le monde. Cependant, ceci requiert que les gouvernements et les industries priorisent la construction de compétences pour les jeunes, les femmes, les groupes marginalisés. L'éducation sera la fondation pour continuer à développer les compétences nécessaires et les gouvernements doivent guider cette formation pour satisfaire les besoins de leur société, comme par exemple les besoins en transition vers une énergie propre. Et pour cette raison, les études sur les renouvelables, par exemple, devraient être une composante des études modernes. Cette génération des jeunes est innovatrice, elle est entrepreneuse, elle est bien versée sur les technologies. Considérant l'important rôle que les jeunes doivent jouer pour résoudre les défis, les gouvernements devraient faciliter cet entrepreneuriat, cette innovation. Ils devraient soutenir les startups et également fournir des microcrédits aux jeunes. En plus, les clubs d'énergie, les hackathons d'énergie ou climatique, les prix sur l'énergie ou pour les jeunes, les mentorats, les programmes, les convocations à proposition, les incubateurs, les accélérateurs sont nécessaires pour soutenir leur développement. Les postes d'apprentis, de stages, etc. sont nécessaires afin de construire les capacités à travers l'expérience professionnelle. Il y a des exemples réussis, par exemple, sur la région par rapport au mouvement climatique. Je vais vous illustrer un petit peu sur l'un de ces exemples de réussite. C'était une initiative menée par la communauté, une initiative appelée RISE 2030, RISE 2030. C'est une initiative qui a reçu le prix sur l'action climatique en 2020 des Nations Unies et l'initiative RISE 2030 se centre sur l'autonomisation des jeunes et des femmes
comme des acteurs de construction de capacité pour améliorer aussi les conditions de vie, pour améliorer l'accès à l'éducation et à l'emploi. L'initiative RISE 2030 a lancé une équipe solaire composée de femmes exclusivement au Liban afin de lancer un défi aux stéréotypes sur le genre qui, dans le secteur de la construction, serait un secteur dominé par les hommes. Il y a 13 femmes qui ont participé à installer un système solaire et le projet a été mis en place par la Fédération de Bouaraya qui dessert plus de 18 communes du lac de Karaoun. Et la communauté, les membres de la communauté ont été formés et éduqués afin de concevoir et installer leurs plaques photovoltaïques. Et en plus, il y a une deuxième équipe qui a installé une équipe solaire dans un jardin public. L'équipe de gestion est également composée dans sa majorité de femmes. C'est 147 femmes qui ont été impliquées et qui se sont bénéficiées de l'activité. Le projet a également aider les petites entreprises menées par les femmes à se préparer et à vendre leurs aliments ruraux par le biais de l'Association des femmes. Le projet a été considéré comme un succès national et c'était vraiment la première équipe de femmes pour l'énergie solaire au Liban. Finalement, les organisations de la jeunesse peuvent construire ou peuvent bâtir sur les forces de leur territoire afin de surmonter leurs défis et de les transformer en opportunités. Je vous remercie de votre attention et je passe la parole à nouveau à Miguel. Merci, Aja. C'était vraiment très intéressant et cela nous montre que la jeunesse est forte. Et vraiment qu'il y a un fort mouvement de la jeunesse avec une opinion critique. Et c'est vrai, nous avons besoin des jeunes. Nous devons utiliser les jeunes, nous servir des jeunes. Moi, je souhaite commencer la session de questions et de réponses. Vous avez dit que les jeunes ont des défis, rencontrent des défis, spécialement dans les pays du sud de la Méditerranée. La capacité de se rassembler, la capacité ou la possibilité d'accéder à des formations. Mais au-delà de ces défis, comment est-ce que les jeunes agissent au sein de la société alors que la participation au débat public est fermée et lorsque des fois le changement climatique n'est même pas sur l'agenda? C'est-à-dire que des fois, les jeunes doivent surmonter un double mur. C'est-à-dire, comment sont-ils capables d'ériger leur voix en ce sens? Moi, j'aimerais bien connaître quel est votre avis là-dessus. Et une autre question, en fait, je vais vous lancer une autre question et puis après, je vous passe la parole. Ne vous inquiétez pas. Une autre question sur le greenwashing, c'est-à-dire sur l'agenda 2030, qui est vécu par une partie de la société comme un outil de la société pour faire du greenwashing, pour faire un lavage de cerveau, disons, écologique. Et en fait, la mise en place de l'agenda 2030 a des effets, justement, spécialement pour la jeunesse. Et je me demande s'il y a des critiques par rapport à cet agenda 2030. Et moi, j'aimerais savoir comment surmonter cette sensation. C'est-à-dire, malgré ce que les entreprises peuvent faire, comment lutter contre cette perception de éco-blanchiment, si vous voulez? Merci beaucoup de ces deux questions. Et oui, c'est vrai, c'est vraiment très difficile pour les jeunes dans ces sociétés fermées. C'est difficile pour les jeunes d'exprimer leur point de vue de façon libre et sans pression. Moi, je sais que les jeunes sont frustrés, ils se sentent frustrés
Et même avec ces changements climatiques qui se produisent, et nous avons également les impacts partout dans le monde, non seulement dans la région, mais partout dans le monde. Alors, comment se sentent-ils? Eh bien, ils ressentent une frustration et ils sentent que leurs actions sont restreintes. Et la seule façon, si vous voulez, de s'en sortir ou de surmonter cet effet, eh bien, c'est par le biais des médias sociaux, des réseaux sociaux. C'est-à-dire que les réseaux sociaux ouvrent cette fenêtre de discussion, cette fenêtre pour lancer des campagnes. Certains des jeunes utilisent des organisations, d'autres n'ont même pas le droit ou ne sont pas autorisés à établir des associations, c'est-à-dire que en ce sens, alors, ils travaillent plutôt par le biais de réseaux informels et non pas formels. Et les réseaux sociaux sont importants ici. Avec le lancement du Clubhouse, eh bien, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de jeunes de la région Sud-Med qui sont très actifs et leurs discussions sont vraiment très osées, très audacieuses, c'est-à-dire beaucoup plus que ce que l'on peut dire dans les manifestations formelles. C'est-à-dire qu'ils essayent de s'en sortir par ce biais-là, mais comme je le disais, les réseaux sociaux sont une invention formidable qui a libéré le point de vue, les opinions, c'est-à-dire que c'est la façon la plus inclusive de s'exprimer pour tous, pour la société civile, pour les jeunes, mais les médias, les réseaux sociaux, pardon, peuvent être aussi contrôlés. Et alors, il y a le risque de perdre un petit peu l'élan et l'envie que l'on ressent quand on peut rassembler des personnes qui ont les mêmes points de vue. Cette énergie, c'est celle qui leur donne la force de continuer et d'entreprendre des actions. Dans les réseaux sociaux, leurs actions peuvent être justifiées. Les campagnes, toutes les initiatives que lancent les gens avec l'enthousiasme, cette ferveur qui est lancée aussi. Parce que avec les réseaux sociaux, eh bien, ce n'est pas toujours clair et enfin, il y aura toujours d'autres courants contradictoires qui vont tenter de contrer cette vague d'énergie. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ceci est un défi et voilà, c'est quelque chose que rencontrent ces communautés, c'est vrai. Et puis par rapport à votre deuxième question, oui, vous avez fait référence à un point, en fait, et c'est non seulement la jeunesse, mais moi aussi, en fait, on m'a posé la question par rapport aux citoyens, aux communautés. Nous avions un échange, un dialogue, et nous parlions des ODD et de l'agenda, et puis il y avait certaines personnes qui n'étaient pas au courant. Et au cours de la discussion, eh bien, il y avait certaines personnes qui pensaient que les ODD portaient seulement sur les grandes corporations et que cela servait seulement comme une façade pour montrer quelque chose au monde ou pour les politiques de haut niveau pour montrer leur mandat et que ceci n'était pas efficace. On a maintenu alors des discussions assez poussées pour tenter de changer ce point de vue de la part des citoyens, parce que nous devons ouvrir les perspectives par rapport aux jeunes et par rapport aux citoyens, sur cet agenda sur le développement durable. Nous devons leur faire comprendre d'où cela vient et comment cela a commencé. Et une fois que l'on a une analyse profonde sur les objectifs de développement durable, les 17 objectifs, et comment cela se décline et les sujets que ces objectifs de développement durable ouvrent,
eh bien, des sujets que des fois n'avaient jamais apparu dans certains pays ou dans certaines sociétés, des sujets qui n'étaient même pas ouverts à la discussion de la part de certains gouvernements locaux ou nationaux. Eh bien, on a réussi à sensibiliser par rapport à cela avec des campagnes et pour discuter, pour changer ce point de vue, cette perception. Parce que, vous voyez, nous sommes toujours en train de mettre le phare sur l'engagement du secteur privé par rapport au développement durable. Et oui, c'est vrai qu'il peut y avoir une bonne contribution par rapport à certaines entreprises dans le cadre de la responsabilité sociale corporative pour les entreprises qui sont engagées, oui, et dans ce cadre-là. Mais les entreprises du secteur privé ne sont pas les seules qui jouent sur ce terrain. Nous avons affaire à un grand match où tout le monde est joueur et les jeunes peuvent être les joueurs de la défense, en fait, sur ce terrain de jeu. Au Maroc, nous avons une association qui s'appelle la Jeunesse pour le développement durable et ces jeunes ont fait beaucoup d'efforts pour sensibiliser auprès d'autres jeunes, c'est-à-dire auprès de leurs pairs. Et ils ont réussi à diffuser cet agenda et les 17 ODD. Cependant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes jeunes qui ne savent pas de quoi il s'agit et qui ne savent pas en quoi consiste l'action climatique. Ce que je veux dire par là, c'est que nous devons tous travailler là-dessus. C'est la responsabilité de tous de générer cette conscience et il faut investir davantage dans cette diffusion et pour vraiment atteindre plus de personnes et toute la jeunesse. Merci, Ajar. C'était très intéressant. Nous avons des questions de l'audience et j'ai aussi d'autres questions moi-même. Maintenant, je vais vous poser une question de l'audience. La question est la suivante. Est-ce que vous percevez des différences entre l'activisme entre le nord et le sud de la Méditerranée? C'est-à-dire, est-ce que ces activismes se complètent l'un et l'autre? Et quel serait le type d'activisme qui serait souhaitable? Eh bien, c'est vrai qu'il y a des différences entre l'activisme de la rive nord et de la rive sud de la Méditerranée. Moi, je dirais que la différence était plus forte il y a quelques années, peut-être 6 ou 7 ans avant. Et je pense que maintenant, les différences se mitigent petit à petit. Au sud de la Méditerranée, on peut remarquer l'activisme avec des projets menés localement. C'est-à-dire les gens cherchent à avoir des solutions pour leurs problèmes au quotidien et ils ne se centrent pas tellement sur les politiques environnementales, c'est-à-dire ils ne font pas du plaidoyer pour trouver la source du problème. Et ceci est important. Ils sont mobilisés, ils tentent de trouver des solutions et ceci est extraordinaire. Mais peut-être que ce qui vient à manquer chez eux, c'est ce plaidoyer et cette recherche de la source du problème. Moi, je me suis impliquée en fait et j'ai remarqué cette différence parce que mes collègues du Nord était vraiment centré sur le plaidoyer. Et on a beaucoup appris par rapport à comment faire du plaidoyer sur les questions climatiques et environnementales. Et les collègues du Nord étaient beaucoup moins portés sur les projets sur le terrain que, par exemple, leurs collègues du Sud. Moi, je crois qu'on a besoin de ces deux aspects. Et c'est pour ça que la collaboration et la coopération sont si importantes, parce que chaque secteur, chaque région a ses défis et des spécificités,
sur les sujets environnementaux, mais le soutien des différentes organisations peut aider à arriver à un meilleur équilibre. Et moi, je pense qu'on a besoin de tous les aspects en Méditerranée. Nous avons besoin de ce plaidoyer fort au sud et nous avons également besoin d'un grand soutien des projets locaux et des solutions locales au nord, c'est-à-dire que le futur de l'activisme passe par cela. Il s'agit de partager des expériences, de l'expertise, autonomiser les jeunes et renforcer le plaidoyer. Merci, c'est vraiment très intéressant de remarquer cette différence et les besoins du nord et du sud. C'est vraiment très intéressant. Et c'est vrai que oui, on a besoin d'exemples clairs, de solutions claires. Et oui, c'est franchement très intéressant d'écouter ces deux dimensions. Maintenant, je vais passer à une autre question de l'audience. Vous avez dit, Ajar, que les jeunes leaders n'ont pas de filtre, c'est-à-dire qu'ils peuvent ériger leur voix sans préjugés. Oui, c'est vrai, c'est les jeunes, les plus jeunes. Oui, je pense à mes propres enfants et c'est vrai qu'ils agissent sans filtre. C'est-à-dire que comment évaluer ces voix critiques par rapport à l'inclusion de leaders jeunes dans la prise de décision? C'est-à-dire ces jeunes activistes climatiques, est-ce qu'ils ont les capacités pour influencer les discussions? Oui, s'ils sont bien organisés, oui. Allez, on ne va pas dire que de façon aléatoire, n'importe quel jeune homme ou jeune fille intéressé dans la thématique va convaincre les preneurs de décision ou va intervenir dans les discussions politiques. Il y a aussi beaucoup d'emprise émotionnelle de leur côté. Mais j'insiste, s'ils sont bien organisés, oui, s'il y a une certaine structure, une structure qui permet à ces jeunes de construire des capacités et s'ils sont bien encadrés, bien accompagnés, oui. Et je pense qu'il y a différents rassemblements de jeunes qui sont impressionnants et qui marchent. Et les jeunes travaillent avec leurs pairs afin d'arriver à ce niveau-là. C'est-à-dire que il faut ouvrir la porte à cette génération de quasiment d'adolescents ou de jeunes qui ont la vingtaine. Et je pense qu'il faut vraiment les engager et faire que les hommes et femmes politiques les écoutent parce que c'est vraiment des fois le miroir dans lequel ils se voient. Et des fois, c'est le cas et on leur fait confiance. Il y a aussi le fait que les jeunes sont portés par une volonté morale et non pas par un agenda politique ou par une idéologie politique. Merci. J'ai d'autres questions. Il y a une question très spécifique qui dit quel pays de la région Méditerranée a le plus d'organisations? Alors, quel pays de la région méditerranéenne possède le plus grand nombre d'organisations climatiques menées par la jeunesse? C'est très spécifique. Eh bien, menées par la jeunesse, c'est difficile. C'est difficile d'identifier menées par la jeunesse. Je vais vous donner des exemples. La question sur le sud de la Méditerranée, oui. Au sud de la Méditerranée, il y a des problèmes. Il y a des problèmes pour rassembler les ONG dans beaucoup de pays. Et il y a des problèmes, je l'ai déjà dit dans la présentation.
pour établir une association. Et dans certains pays, et je vais me référer au Maroc parce que nous avons une expérience assez unique. Nous avons l'Alliance marocaine pour le climat et le développement durable qui rassemble plus de 800 organisations de la société civile. Et parmi ces 800 organisations de la société civile, eh bien, il y en a beaucoup qui sont menées par des jeunes. En Jordanie, nous avons des organisations de la société civile et des ONG environnementales qui rassemblent 98 ONG. Et parmi celles-ci, il y a des activités menées par la jeunesse. Et je ne peux pas parler d'autres pays, de Libye, de Liban ou d'autres pays parce que j'ai seulement ces deux pays en tête avec ces alliances d'organisations de la société civile, en fait. Et il y a aussi le réseau de l'action climatique arabe qui est international et c'est un réseau plus grand c'est le réseau le plus grand du monde pour l'action climatique avec plus de 1600 ONG. Et ce noyau arabe contient 130 ONG, parmi lesquelles certaines sont menées par les jeunes. Mais jusque-là, on peut avoir des réseaux nationaux menés par la jeunesse, oui, pour le développement durable, mais il faut dire que la sphère d'action ou la portée n'est pas trop grande. Et nous tentons de rassembler les associations de la jeunesse qui travaillent sur le climat, sur le développement durable. Et nous avons une bonne représentation, mais nous savons que nous avons beaucoup plus de représentation. Nous en aurions plus s'il y avait un bon soutien. Un bon soutien pour rencontrer les gens en personne, pour aller auprès de ces associations. Par exemple, au Soudan, il y a de bonnes organisations de la jeunesse qui ont commencé à être très actives et qui ont des dialogues intéressants avec les politiciens. Il y a le Climate Action Tracker qui soutient c'était l'une des premières initiatives. Il y a il y a des initiatives, mais vraiment pour dire quel est le réseau le plus important là-dedans, eh bien, c'est très, très difficile de répondre. Très bien. Très bien, je sais. Cette question était peut-être compliquée. Passons à une autre question qui sera peut-être plus facile. Est-ce que vous pouvez nous dire davantage raconter davantage par rapport à ce réseau Jeunes sur l'action climatique? Comment cela marche et quels sont les objectifs? Je pense que ce sera très intéressant pour tous de connaître un petit peu mieux. Alors, ce réseau des jeunes pour l'action climatique, eh bien, rassemble différentes associations. Nous sommes un réseau de 7 associations cofondatrices du Maroc, de l'Italie, aussi Climate International qui est basé en France, Arab Youth, la jeunesse arabe qui aussi pour ce qui est du climat, Ecopeace Middle East de Palestine et WECAN, Women Empowerment Climate Action Network.
On s'est rassemblés en 2017 dans le Medcop Climat à Tanger et puis à Marrakech en 2016 en fait. Et nous avons organisé le premier forum climatique méditerranéen de la jeunesse avec plus de 200 activistes qui étaient présents. Et cela a généré un grand élan, un mouvement, et nous avons décidé d'établir ce réseau de jeunes et d'avoir un impact à échelle régionale. Et notre mission principale était d'autonomiser les jeunes, de renforcer le plaidoyer, de partager l'expertise et de soutenir les associations locales et les ONG qui avaient besoin de support, c'est-à-dire de faire le pont entre les ONG et de tisser un réseau pour l'autonomisation et pour l'action climatique. C'est-à-dire que nous avons travaillé très dur pour établir ce réseau et nous avons enregistré notre association, la MYCN, à Paris, après un travail de longue haleine, parce que ce n'est pas facile de gérer un tel réseau avec d'autres réseaux de différents pays. C'est-à-dire que c'était difficile d'établir cela, mais après notre établissement, nous avons commencé à organiser des événements et nous avons vraiment profité de cette inertie. Nous avons créé des hubs, nous avons répondu à des convocations, nous avons assisté à d'autres événements climatiques, nous avons organisé des ateliers, nous avons écouté la voix des jeunes, leurs priorités, les orientations de leur mouvement et nous avons tenté de donner une visibilité et un soutien à ceux qui avaient besoin d'être visibles et d'accéder. En fait, nous avons lancé une convocation pour élargir notre réseau en été et nous avons reçu certaines propositions. Et depuis, enfin, je peux également lancer un appel à toutes les organisations de la jeunesse intéressées à s'embarquer sur ce projet parce que moi, j'ai très envie aussi de passer la responsabilité, de passer cette responsabilité aux jeunes. C'est vraiment mes derniers moments en tant que présidente et je veux passer la relève à une génération plus jeune et donner un petit peu de fraîcheur à Mediterranean Youth Climate Network. Il y a beaucoup à faire et aussi, je dois dire que la pandémie, au cours des 2 dernières années, eh bien, cela a beaucoup perturbé notre travail parce que les rassemblements virtuels sont très, très bien, si vous voulez, pour avoir un petit échange. Mais pour discuter sur des grands sujets, avoir un impact, nous avons besoin de nous rassembler. Il faut cette énergie humaine. Et voilà, il faut prendre cette fraîcheur dont nous avons tous besoin. C'est vrai que la pandémie que nous traversons en ce moment, eh bien, cela a interrompu nos vies, nos activités. Et pour être sincère, au début de la pandémie, eh bien, je crois qu'on pensait tous que l'agenda 2030 et que la durabilité n'étaient pas des thèmes prioritaires. Et peut-être qu'à ce moment-là, il ne l'était pas parce qu'il y avait la crise sanitaire. Cependant, je pense que maintenant, on s'est aperçu à nouveau que l'agenda 2030 et les objectifs de développement durable sont plus nécessaires que jamais
parce que les défis que la pandémie a ouverts, eh bien, en fait, c'est les défis qu'il y avait déjà avant. On avait seulement changé les priorités. Je vais maintenant passer à la dernière question et puis après, je vous permettrai de conclure ou de faire le bilan de la séance. Maintenant, je vais passer à l'avenir. Comment voyez-vous l'avenir pour la jeunesse et pour la prochaine génération après 2030, dans la Méditerranée d'après 2030? Y a-t-il des raisons pour être optimiste par rapport au changement climatique et à l'environnement? Oui, il faut être optimiste. Je ne peux pas ne pas l'être avec toutes les dynamiques. Vous savez, en Méditerranée, il y a un dynamisme, il y a un foisonnement énorme. Il y a beaucoup d'acteurs pour l'action climatique. Il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent dans différentes zones ou sur différentes questions et différentes perspectives. Moi, je crois que après 2030, oui, bien sûr, on a affaire à des moments difficiles. En fait, ces 9 prochaines années seront dures par rapport à l'environnement et aussi dans la dimension politique, par rapport à la dimension politique, parce que les politiciens devront faire face à un défi par rapport aux défis écologiques, les conflits de la région. Mais il y a beaucoup d'espoir parce qu'il y a une bonne volonté. Nous représentons 60%. La jeunesse, c'est 60% de la région. C'est-à-dire que nous avons cette énorme volonté, cette énergie et ce besoin que nous ressentons de livrer des résultats à nos pays et à la région. Bien sûr que nous aurons un impact. Bien sûr que nous aurons de meilleurs moments après 2030. Bien entendu, on ne peut pas baisser les bras et cesser de travailler et nous limiter à nous préoccuper. Très bien, merci beaucoup, Ajar. Eh bien, je vais vous donner l'opportunité de conclure. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose, un message qui viendrait à manquer, même si je crois que la session a été vraiment très intéressante et vous nous avez donné de quoi réfléchir. Mais si vous avez des propos, disons, finaux, je vous remercie en fait de m'avoir invité. Je vous remercie d'avoir mis l'accent sur ce thème, sur l'activisme des jeunes dans la région du sud et de l'est de la Méditerranée. Moi, je crois qu'il faut renforcer la coopération transnationale. Il faut travailler ensemble, le nord, le sud, cette coopération nord-sud de la Méditerranée. Nous devons avoir des résultats concrets très bientôt dans nos pays respectifs. Les jeunes sont des leviers clés. Les jeunes sont le trésor de nos pays, de nos régions. Ils doivent être orientés, ils doivent être soutenus et il faut attirer leur attention. Très souvent, très souvent, on pense que les jeunes ne sont pas suffisamment intéressés ou qu'ils n'ont pas suffisamment de compétences. C'est toujours qu'ils n'ont pas suffisamment quelque chose par rapport à certains sujets. Mais moi, je crois que c'est le contraire. Nous devons leur faire confiance. Nous devons autonomiser les jeunes. Et si on y parvient, on va voir des merveilles sur la région. Merci. Pour moi, vraiment, c'est un honneur d'avoir été invité et je ne peux pas parler de la jeunesse et en fait, moi, je fais partie de la jeunesse et vraiment, pour moi, ça a été un parcours passionnant, le fait de passer ces 6 ans au sein de la MYCN
Et voilà, d'avoir assisté à toutes ces réunions, d'avoir rencontré tous ces jeunes impressionnants. J'ai rencontré aussi des hommes et femmes politiques de tous les niveaux, ceux qui ne m'ont pas du tout inspiré, mais aussi ceux qui m'ont énormément inspiré. J'ai rencontré des diplomates, c'est-à-dire, pour moi, c'était un parcours très riche et j'invite la jeunesse à s'embarquer en fait, mais non seulement pour quelques années. C'est-à-dire que moi, je crois que c'est vrai que l'activisme, eh bien, c'est un investissement cher. C'est vrai que on a tous des engagements professionnels. Et c'est vrai que les jeunes, des fois, à cause de ces engagements professionnels, peuvent perdre leur intérêt. Mais il faut les inviter à tenir le coup. Nous avons tous des vies professionnelles, des familles, des enfants. Mais l'activisme a été toujours très positif. Alors voilà, ceci est mon, disons, c'est mon dernier mot. Merci beaucoup, Michael. Merci beaucoup, Ajar. C'était très intéressant et je tiens compte du fait qu'il y a 60% de la population formée par les jeunes, représentée par les jeunes, et il faut compter sur cette force pour l'avenir. Alors voilà, eh bien, quelques paroles pour remercier l'audience des questions tellement intéressantes. Je remercie aussi l'Institut européen de la Méditerranée d'avoir organisé ce dialogue et je vous rappelle que le 4e dialogue aura lieu le 22 septembre sous le titre On the Road to the COP26 in Glasgow. Alors, sur la route vers la COP26 à Glasgow, et nous aurons la participation de Hakim Al-Gaïdé, président et délégué en charge du Royaume du Maroc et défendeur de l'action climatique au sein de la conférence COP22. Voilà, ce sera un dialogue très intéressant que nous pourrons écouter après l'été. J'espère que vous en profiterez tous et que vous vous joindrez à ce dialogue prochain. Je vous remercie. Merci beaucoup de votre attention.